care about climate justice. Assurer une meilleure protection de l'environnement. Nous sommes face à des défis, des grands changements. Ces défis sont planétaires. Alors, soyons à la hauteur de l'urgence écologique. Don't forget nature. Bienvenue dans Go Solutions Durables. C'est un expert en développement durable, également un ancien élu Genevois qui est notre invité, René Longet, avec un regard plein de sagesse. Je pense qu'on a vraiment le choix, aujourd'hui encore, de décider de nous-mêmes comment on va restreindre certaines choses avant qu'on y soit forcé de manière inégalitaire, de manière chaotique. Quelles sont les énergies renouvelables les plus prometteuses à Genève? Nous irons au cœur des installations de Génilac avec le patron de SIG jusqu'au sous-sol du Palais des Nations. Avec de l'eau à 7 ou 8 degrés, eh bien, vous êtes rafraîchi naturellement. Nous avons un trésor sous nos pieds. La géothermie est-elle opérationnelle? Genève passe à la vitesse supérieure. Et on récupère les calories de cette nappe d'eau souterraine. Le développement durable, toutes les entreprises en parlent, mais l'intègrent-elles vraiment dans leur stratégie? Nous avons soumis un rapport à des experts de l'arc lémanique. Au départ, je pense qu'il y a surtout une volonté de communication et de montrer qu'on veut bien faire pour continuer à vendre le produit. Allez, c'est parti pour de nouvelles solutions durables et pleines d'énergie. Bonjour René Longet. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Go Solutions Durables. Vous êtes ancien élu genevois, expert en développement durable, auteur de ce livre remarquable, Un plan de survie de l'humanité, qui résume d'une manière extrêmement simple, ce qui est quand même assez complexe. Ce sont tous ces objectifs de développement durable. C'est vrai que cette matière, le développement durable, parfois on ne sait pas par quelle bout l'attraper. Alors voilà, le but des ODD, c'était déjà de permettre d'être concret. Je pense que le développement durable est une philosophie, une façon de voir les choses qui est à la fois concrète mais aussi systémique, donc qui correspond à la réalité du monde, qui est interconnecté à beaucoup de niveaux. C'est l'aide de l'aide quelque part, parce que les ODD sont une aide. Puis là, j'essaye de faire en sorte qu'on puisse bien les comprendre et bien les utiliser. Alors ODD pour les novices, c'est Objectif de développement durable, ça fait partie de l'agenda 2030 des Nations Unies. Exactement. En fait, ça c'est un cadre qui est solide et qui est utile à tout le monde. Alors, il doit vraiment être utile à tout le monde parce que c'est au fond le langage qui permet de fédérer. Il s'agit de fédérer des catégories d'acteurs, que ce soit le secteur privé, que ce soit le secteur public, que ce soit les ONG. Voilà, il y a toute une série d'acteurs au niveau local, national, international. Donc on fédère au niveau de la dimension, mais on fédère aussi les thèmes. Et c'est important que tout le monde partage la même vision, sinon on ne va pas y arriver. Alors, tout le monde partage la même vision. Oui, bien sûr, tout le monde est d'accord sur les enjeux environnementaux, climatiques notamment. Mais parfois, pour la mise en œuvre, pour la politique à mettre en place, il y a encore des divergences. Mais totalement. Je pense qu'on est peut-être d'accord verbalement qu'il faut passer à la durabilité, mais le diable est dans le détail et tout est dans le pratique, dans le concret. Alors, ce qui est assez génial avec ces ODD, c'est qu'à la fois, il y a une philosophie et à la fois, il y a la pratique. Donc, c'est hyper pratique. Puis c'est très philosophique, donc on tient les deux bouts, et c'est quelque part la feuille de route pour sortir de la crise, que ce soit la crise sanitaire, la crise de sens, la crise financière qui est quand même rampante, la déconnexion souvent du monde financier, du monde réel, la déconnexion de l'économie par rapport aux besoins. Dans le monde, il y a un excès, et il y a du manque, on n'arrive pas à trouver la juste mesure. Donc cette déconnexion dont vous parlez, est-ce que la crise du coronavirus a mis ça en relief? Elle a mis complètement en relief tout ce qui dysfonctionnait. Elle a augmenté les inégalités, mais en même temps, elle a mis en relief autre chose. Elle a mis en relief notre fragilité et la capacité qu'ont les États, notamment, à réagir. Et là, on a bien vu les États qui étaient capables de réagir. C'était des États qui étaient capables de prendre des mesures sanitaires, tous n'en ont pas fait, et qui en même temps étaient capables, dans une certaine mesure évidemment aussi, de protéger leurs entreprises, leur population, des effets de ces mesures sanitaires. Donc pour faire ça, il faut quand même un État qui fonctionne. Et quelque part, les ODD, la durabilité et les États et la société civile, c'est la reconstruction d'un tissu de société qui fonctionne. De l'autre côté, je me demande aussi si le Covid n'est pas un signe annonciateur d'une certaine mutation, parce que je crois qu'aujourd'hui, on sent tous un peu un sentiment d'attente, de flou, de flottement. On est à la fin d'un cycle. Et soit on sort par le haut, soit on sort par le bas. Mais faire la même chose, ça va pas être possible. Il y a un de ces objectifs, des 17 objectifs qui est important, c'est celui de l'énergie propre à un coût abordable. Dans un instant, Cédric Petitjean, qui est le directeur général de l'Office de l'énergie, sera avec nous parce que nous avons des ressources ici à Genève, et notamment dans le lac Léman, et notamment c'est le projet Génilac.
Dans le port du Vengeron, à Genève, une station de pompage est en construction. Elle permettra de pomper l'eau du lac à 45 mètres. À cette profondeur, sa température est à 7-8 degrés toute l'année. Cette eau servira à réchauffer et rafraîchir des bâtiments genevois. Alors rafraîchir, c'est tout simple, hein. Par gravitation, on envoie de l'eau dans des réseaux qui ensuite est propulsée dans des immeubles. Et quand il fait très chaud, si vous avez un radiateur géant, hein, si on peut appeler ça comme ça, avec de l'eau à 7 ou 8 degrés, eh bien vous êtes rafraîchi naturellement. Donc c'est vraiment une solution très écologique et très économique. Et puis l'hiver, eh bien vous avez déjà 7 ou 8 degrés d'accumulé. Et donc vous avez, avec une pompe à chaleur, vous complétez et vous pouvez chauffer le même immeuble que vous avez rafraîchi durant l'été. Génilac a été mise en place par SIG et l'État en 2008 pour un coût de 850 millions de francs. Il se déploie aujourd'hui dans la plupart des bâtiments de la Genève internationale et quelques-uns au centre-ville. Un réseau est en train d'être créé près de l'aéroport, puis ce sera autour du PAV et des quartiers urbanisés. Tout cela avec 2 stations de pompage. Alors entre Génilac plus la thermique renouvelable, nous allons être à 80% à peu près renouvelables à Genève. Aujourd'hui, on est à 91% fossile. Donc le renouvelable, bien sûr, est un peu plus cher, est nettement meilleur au niveau écologique et au niveau de la santé publique, mais par contre, il est prévisible. Il est prévisible sur 20-50 ans, alors que le prix du pétrole, personne ne peut le prévoir sur 50 ans. Le Palais des Nations bénéficie de Génilac depuis 12 ans. Une conduite d'eau relie l'eau nue au lac. L'infrastructure permet d'échanger la chaleur de l'eau avec celle du bâtiment. Donc cette énergie-là, elle permet de répondre aux besoins de chaque saison. Ah oui, tout à fait. Elle va nous permettre avec les pompes à chaleur de vraiment évoluer vers un système toutes saisons confondues, puisque les pompes à chaleur vont aussi permettre d'optimiser la consommation d'énergie du palais, parce que quand on est au printemps, il y a des besoins de froid dans des salles de conférence, mais parfois un peu de chaud. On a toujours besoin de froid pour les salles serveurs. On va faire des économies substantielles sur la note globale. Mais aussi, on va éviter de consommer des énergies fossiles. Le nouveau bâtiment de l'ONU, qui aura un label Minergie, sera lui aussi tempéré grâce à l'eau du lac. Chaque année, la Suisse dépense 15 milliards pour acheter des énergies fossiles. Une situation amenée à changer avec Génilac, qui est subventionné par l'Union européenne. Des projets similaires commencent à émerger dans le canton de Vaud et en Europe. René Longet, vous êtes toujours avec nous. Cédric Petitjean nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Office cantonal de l'énergie. Avec vous, on va savoir quel est le cadre pour les prochaines années à Genève. L'enjeu majeur, c'est évidemment la baisse radicale des émissions de CO2. Oui, tout à fait. Avec la déclaration de l'urgence climatique, le Conseil d'État a donc décliné cette urgence climatique avec un abaissement des seuils des gaz à effet de serre à moins 60% à l'horizon 2030 et une neutralité carbone à l'horizon 2050. En fait, une société à 2000 watts sans nucléaire pour le canton de Genève. Et pour ce faire, évidemment, une augmentation très importante des énergies renouvelables. On en a vu quelques exemples dans notre premier reportage. On va en voir d'autres et ça devrait se développer considérablement. Oui, c'est 2 leviers. On a un levier sur la consommation, donc l'abaissement de la consommation du parc bâti, qui représente 50% de l'énergie consommée à Genève, et puis l'augmentation de la part de renouvelables, comme vous le dites, par le déploiement de la massification du solaire, le déploiement d'infrastructures réseau dans lequel le taux de renouvelables montera à 80% à l'horizon de 2030. On parle des réseaux connus à Genève, de Génilac ou le Quad Rive Gauche. Donc là, pour l'instant, on est plutôt dans la période carotte que bâton. Non, on aura les 2 périodes, en fait, à la fois des modifications réglementaires qui vont arriver courant 2021, et puis la carotte, comme vous le dites, elle a été démarrée au 1er février de cette année avec 34 millions à disposition des Genevoises et des Genevois pour augmenter la part de renouvelables et d'accompagner la rénovation du parc bâti genevois. Alors justement, René Longet, en termes d'immobilier à Genève, ça va être un petit peu compliqué quand même de rénover tout ça? Il y a effectivement 2 verres rouges, je dirais, à Genève. C'est l'immobilier, parce que si j'ai bien lu le plan, on veut tripler au fond le rythme d'assainissement de l'immobilier, mais ça va être quand même 2,5% par an. Il nous faudra 40 ans pour y arriver. C'est quand même très long, mais on n'a pas encore trouvé la formule de financement qui satisfasse tout le monde. Puis il y a la mobilité.
Cédric Petitjean, ça veut dire que pour les propriétaires, il faut quand même s'attendre à davantage d'efforts, notamment en termes de rénovation du bâti? Bien entendu, on n'atteindra pas nos objectifs, comme René Langer l'a dit, ambitieux, sans avoir des contraintes légales, avec des abaissements de l'indice de dépenses de chaleur. Donc, augmenter la quantité de rénovation trop faible à Genève. Et donc, le règlement sera dans ce sens. Merci beaucoup Cédric Petitjean d'avoir été avec nous dans Go Solutions Durables. René Langer, on va s'intéresser à une autre ressource renouvelable très intéressante à Genève, c'est la géothermie. Et pour cela, eh bien, on peut parfois creuser jusqu'à plusieurs centaines de mètres sous nos pieds parce qu'il y a un véritable trésor. Alors quel est le potentiel de la géothermie à Genève? Où en est-on? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Cette source d'eau, c'était l'agréable surprise d'un sondage exploratoire démarré en 2017 à Satigny, dans la campagne genevoise. Il s'agissait de trouver à 650 mètres de profondeur de l'eau entre 25 et 35 degrés. C'est une ressource pour chauffer des communes, des serres maraîchères ou des zones industrielles. Dans le canton, on trouve aussi des sources à grande ou faible profondeur, comme une nappe d'eau à 50 mètres en dessous de cette école. Elle complète le chauffage du quartier de la Concorde. Il y a des immeubles anciens, il y a du neuf, il y a du rénové, qui étaient tous en fait sur des infrastructures fossiles, chauffées en fait par du gaz ou du mazout. Et désormais, ils sont connectés à un réseau de chauffage à distance, c'est le premier élément. Ce réseau de chauffage à distance est alimenté déjà depuis de nombreuses années, en bonne partie par de la récupération de chaleur de l'incinération des déchets. Et en plus, ici, on a ajouté une composante géothermique et on récupère les calories de cette nappe d'eau souterraine. Et grâce à une pompe à chaleur, ça participe au chauffage de ce quartier et ça augmente le taux d'énergie renouvelable de ce quartier. Lancé en 2014, le programme Géothermie 2020 associe l'État et SIG, son bras opérationnel. On vise de couvrir 30% des besoins thermiques du canton d'ici 2050, avec des jalons de 3 à 5 installations à moyenne profondeur d'ici 2030 et de continuer en parallèle des projets tels que celui de cette école. Pour la géothermie de plus grande profondeur, de moyenne profondeur, on est encore dans des phases d'acquisition de données, de cartographie fine du territoire. On a d'ailleurs une campagne de géophysique importante qui est prévue en fait pour l'été 2021 pour finaliser cette cartographie et pouvoir, à l'échéance de 2023-2024, industrialiser le processus. Énergie qui provient de la dégradation des roches, la géothermie peut comporter des dangers pour certains types d'entre elles. À Strasbourg, il y a eu des micro-séismes, le programme a été arrêté, la population a pris peur. A priori, on n'est pas dans cette configuration-là à Genève? Donc à Genève, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. La probabilité qu'on ait des séismes tels que ce qu'il y a eu à Strasbourg est très faible à Genève. Bon, on a l'exemple de Saint-Gall où il y a effectivement eu un séisme qui a été provoqué dans une configuration similaire que celle qu'on a à Genève, mais là c'était situation peut-être un peu plus exceptionnelle parce qu'ils ont foré en fait dans une poche de gaz et ils ont dû injecter de l'eau pour empêcher le gaz de sortir. Une solution durable si l'on prend soin de régénérer les puits en les refroidissant. En région parisienne par exemple, une source fonctionne depuis une cinquantaine d'années. Et parmi les objectifs de développement durable, naturellement, il y a aussi ces énergies renouvelables très importantes pour les villes, pour les communautés durables. On va en parler, René Langer, avec Nelly Niwa qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte urbaniste à l'EPFL, docteur en environnement à l'UNIL, directrice du Centre interdisciplinaire de durabilité et vous vous êtes occupée lors d'un rapport de savoir quelles sont aujourd'hui nos motivations et nos freins. Qu'est-ce que ça vous a appris ? Alors ce rapport, ça nous a appris beaucoup de choses. L'objectif, c'était de comprendre ce que ça voulait dire d'être neutre en carbone pour un canton. Et on a fait 4 scénarios qui nous permettent en fait d'aller vers cette neutralité et de comprendre concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire pour la mobilité, pour l'alimentation, pour l'énergie ? Je pense que la hauteur de la marche n'est pas tout à fait bien compris. C'est ce qu'on a voulu montrer aussi dans les scénarios. C'est que d'un scénario optimiste, ambitieux, si on continue les mesures qui sont en cours et on les booste un peu, ça ne suffira pas. Il va falloir remettre en question, se réinterroger. Il y a des choses qu'on ne va plus pouvoir faire. Par exemple, sur l'énergie, on voyait que dans un scénario ambitieux, il fallait augmenter de 10 fois le taux de rénovation des bâtiments, ce qui est énorme. C'est 1,5 milliard à peu près qui serait nécessaire. Mais il va falloir aller encore plus loin. Et il va peut-être falloir s'interroger en se disant, est-ce qu'on chauffe partout, par exemple, toutes les pièces ? Est-ce qu'on arrête de se déplacer aussi, en partie ? Donc c'est plutôt de remettre en question, de se questionner de quoi avons-nous vraiment besoin et de repartir dans ce questionnement. René Langer, vous donnez beaucoup de conférences, des webinaires également. Est-ce que c'est la perception que vous avez auprès du public ? Alors, je pense qu'il y a un public motivé
est intéressé dans un certain cercle, mais qu'il y a encore beaucoup à faire pour que ce sentiment d'urgence passe vraiment dans la population, un peu comme il a passé pour le Covid. C'est un peu une situation semblable, sauf que la menace ne paraît pas aussi concrète. Ces choses qu'on ne pourra plus faire, ça sera quoi, par exemple ? Par exemple, prendre sa voiture tous les jours pour aller au travail. Ça, on ne pourra plus le faire. Il y a des pour les moments... pendulaires, alors ? Les pendulaires, ils feront du télétravail, ils se déplaceront autrement, ils habiteront aussi autrement. Consommer de la viande tous les jours, sans doute que ça aussi, on ne pourra plus le faire. Mais finalement, c'est des choses qu'on ne pourra plus faire, mais il y a plein d'autres choses qu'on pourra faire. On a vraiment l'impression qu'on rogne un petit peu sur nos libertés à travers tout ça aussi, parfois. Après, ça dépend ce qu'on entend par liberté. Est-ce que la liberté, c'est de pouvoir vivre dans une démocratie, d'être en temps de paix, ou est-ce que c'est de pouvoir avoir un SUV et de se promener en ville ? Dans les changements de mode de vie, est-ce que ce passage par le télétravail imposé par la pandémie, est-ce que c'est quelque chose qui permet un petit peu d'accélérer le changement, cette transition ? Je pense que la pandémie, elle nous donne des outils aussi de réflexion, de sentiment de fragilité, de besoin d'agir ensemble. Mais le choix, il est très clair. Si on ne fait pas des changements assez radicaux, ça va être le chaos. Et je pense qu'on a vraiment le choix, aujourd'hui encore, de décider de nous-mêmes comment on va restreindre certaines choses avant qu'on y soit forcé de manière inégalitaire, de manière chaotique, dans un monde de moins en moins gouvernable. C'est vraiment un changement d'époque aujourd'hui. On le savait depuis longtemps, on n'a pas pris au sérieux. Maintenant, ça s'invite vraiment dans notre vie. Et heureusement qu'il y a des politiques un peu dures parce qu'elles nous permettent de nous en sortir si on les applique. Ce qui est bon pour la santé de la Terre et ce qui est bon pour notre santé, ça va de pair. Et si on se met déjà cette idée dans la tête, on va être content de sortir de cette aberration. Nelly Niwa, quelle est la partie de la population qui est la plus motivée cette fois pour agir, pour changer les choses ? Alors bien sûr, on pense aux jeunes qui étaient dans la rue et qui ont été une force vraiment très forte pour aller plus fort sur ces questions de durabilité. Mais maintenant, je pense que dans les administrations, les gens que je rencontre sont des gens quand même qui ont tous envie d'aller et ils perçoivent en fait la nécessité de ce changement. Donc je dirais qu'il y a un petit peu tout le monde finalement qui prend conscience. Dans les entreprises aussi, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui se posent des questions, qui réinterrogent leur modèle d'affaires, leur chaîne de valeur. Donc moi, je suis assez positive. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Oui, alors ça ne veut pas dire que je suis bisounours non plus, dans le sens où je pense que ça va être dur quand même et qu'il va falloir qu'on fasse des efforts, qu'on va falloir qu'on les fasse ensemble. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous parliez des entreprises tout à l'heure. Justement, ces entreprises, elles parlent quasiment toutes du développement durable, mais dans les faits, est-ce qu'elles l'intègrent vraiment à leur stratégie ? Alors, on s'est procuré un rapport qui est très intéressant. Priscilla Chacon, quels sont les résultats ? Que faut-il retenir de ce rapport ? Eh bien, Philippe, le développement durable est de plus en plus présent dans les entreprises. On peut le voir dans le rapport annuel ou les rapports de développement durable qui retracent les actions accomplies. Selon une étude qui a été menée dans 729 entreprises à travers 21 pays, 72% d'entre elles parlent des objectifs de développement durable dans leurs publications. Vous vous souvenez des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies ? Eh bien, ils servent de tableau de bord pour mettre en place les accords de Paris. Mais si près de 3/4 des entreprises communiquent à ce sujet, dans les faits, eh bien, seuls 27% les ont vraiment intégrés dans leur stratégie. C'est que parmi les 17 ODD, les entreprises ont leur chouchou. Elles ont tendance à mettre certains en avant, à en retenir seulement quelques-uns, comme le travail décent, le changement climatique, la consommation et la production responsable ou encore le bien-être. Il est aussi difficile en fait de trouver des indicateurs de performance. Cela concernerait seulement 23% d'entre elles. Donc on constate que s'il y a une prise de conscience généralisée dans les entreprises, elle est souvent de manière superficielle. Pour évaluer la précision de l'engagement des entreprises, eh bien, l'étude en question a attribué la note de 2,7 sur 5. C'est à peine la moyenne. Alors cette note reflète-t-elle la réalité ? Eh bien, nous avons demandé à 2 consultants qui interviennent régulièrement dans des entreprises de l'arc lémanique de nous donner leur avis. Théo Millier, cofondateur du cabinet Alterna. Alors moi, la note ne m'étonne pas parce que ce qu'on constate en entreprise, c'est qu'il y a plutôt beaucoup de communication autour de ces sujets-là, mais pas assez d'action. Et ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est vraiment que nous, en tant que consommateurs ou une personne qui a un pouvoir décisionnel en entreprise, on a un énorme pouvoir d'action sur le milieu économique parce qu'on est des clients. Amanda Velasco, consultante indépendante à Genève. Je pense qu'il y a encore pas mal de boulot à faire, que les choses commencent à bouger. Le développement durable, on en entend parler depuis un certain temps, mais on commence à le comprendre depuis 5-10 ans. Les entreprises ont-elles vraiment intégré les objectifs de développement durable ? Il y a des bons exemples, il y a même des très bons exemples.
Mais pour la majorité de l'économie aujourd'hui, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que ça manque encore de vigueur. Intégrer les ODD, est-ce que ça coûte cher aux entreprises ? Les sociétés ont tendance à penser mise en place application ODD égale dépenses financières importantes, ce qui n'est pas forcément le cas. En fait, chaque franc suisse qui a investi dans la durabilité, c'est un franc suisse qui va rapporter beaucoup plus à l'entreprise plus tard. C'est même en fait, en quelque sorte, quand on y pense, le meilleur investissement que peut faire une entreprise, parce que c'est ça qui la rend pérenne. Quels sont les ODD où les entreprises vont le plus agir ? Les domaines sur lesquels les entreprises vont agir le plus, c'est bien sûr les domaines sur lesquels elles reçoivent le plus de pression. Bien sûr. Et ces domaines-là, historiquement, ça a été beaucoup, et ça l'est toujours, les inégalités. Et puis, bien sûr, là, on a un sujet qui est un des grands sujets du 21e siècle, qui sera le changement climatique. Et quel est l'impact de vos propres startups en termes de développement durable ? Quand on consomme un fruit et un légume qui vient de l'autre bout du monde, il y a toute la problématique du carburant à prendre en compte, mais ne serait-ce qu'au niveau des apports nutritionnels, ce que cet aliment est censé nous apporter n'est pas présent. Ce que j'aime énormément et là où j'ai eu le plus de plaisir aussi en termes de contact humain, c'est à travers nos coachings environnementaux. Et là, j'ai vu qu'on a pu avoir un impact positif non seulement pour l'empreinte carbone de la personne, mais aussi vraiment sur son bien-être. Certaines personnes se sont rendues compte qu'en fait, la mobilité douce, c'est quelque chose qui leur faisait du bien, contrairement à d'autres formes de mobilité. Et Maria Mendiluce nous a rejoint. Vous êtes la patronne de Women Business. Vous connaissez très très bien cette question des objectifs de développement durable dans les entreprises. René Longer, on va voir justement si concrètement ça commence un petit peu à prendre, à s'enraciner dans la stratégie des entreprises. Qu'est-ce que vous constatez, vous ? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 17 objectifs. Et comme vous savez, les entreprises, ils doivent se concentrer dans 3 ou 4. Ils ne peuvent pas faire tous. Alors, en fait, je travaillais longtemps avec le World Business Council for Sustainable Development. Et là, on disait qu'il y a 3 sujets qui sont fondamentaux et qu'on doit tous s'aligner. 1, c'est la protection de la nature. 2, c'est les changements climatiques. Et 3, c'est faire des mesures sur les inégalités sociales. Mais il y a un seul objectif que toutes les compagnies avec lesquelles je travaillais avec beaucoup, en fait, qu'elles sont tous d'accord, c'est le numéro 17. C'est celui des partenariats. Entre le public et le privé, c'est ça ? Et entre les privés et les privés aussi. Oui. Parce que, en fait, ce sont des grands problèmes de l'humanité qu'on est en train d'essayer de résoudre. Et il faut travailler ensemble. Une compagnie toute seule, un gouvernement toute seule ne peut pas les faire ensemble. On voit toute la problématique aujourd'hui avec la question des vaccins contre le virus. Et ce partenariat est essentiel. Exactement. Alors, il faut qu'on trouve des vaccins pour le changement climatique. Et comme vous avez bien vu, en fait, ce n'est pas seulement avoir les technologies qui vont nous permettre de réduire les émissions drastiquement, mais c'est aussi d'avoir l'infrastructure pour les mettre en place. Vous avez mis en place une solution, c'est un outil pour limiter le changement climatique en entreprise. De quoi s'agit-il ? Oui, on a créé avec la Chambre et des commerces internationaux quelque chose qui s'appelle le SME Climate Hub, en fait, qui invite aux petites entreprises d'avoir l'ambition d'être alignées avec les objectifs de zéro émission nette en 2050. On leur donne des outils qu'on peut regarder sur Internet, sur la page web, et on essaye de leur aussi montrer des incentives pour qu'elles s'engagent dans ces parcours de réduire les émissions dramatiquement. René Longer, dans l'histoire, on a l'impression que les entreprises ont du mal à intégrer dans leur stratégie d'autres objectifs de développement durable, dont les premiers, réduction de la pauvreté, réduction de la faim. Ça ne les intéresse pas ? Non, je pense que ça les intéresse, mais on a un double problème. D'abord, la durabilité, c'est quelque chose de très holistique, de global, de systémique, et il faut entrer dedans d'une manière ou d'une autre. Et comme je soutiens tout ce qui a été dit maintenant par ce que vous avez vu vous-même dans les entreprises et ce que vous faites comme appui, c'est qu'il faut commencer quelque part. Aujourd'hui, qu'il doit y avoir un partenariat, en effet, entre 3 grandes catégories. Le régulateur, c'est-à-dire l'État qui donne les conditions cadres de l'économie. Ensuite, le producteur qui fait le maximum pour faire des produits écologiquement et socialement positifs, bienfaisants quelque part, et le consommateur. Donc le consommateur
a aussi un très très grand pouvoir, même s'il a l'impression parfois qu'il n'en a pas. C'est pas vrai. C'est la clé de l'économie, parce qu'un produit qui ne se vend pas, il ne va pas se vendre longtemps. Il ne va pas être produit longtemps. Maria Mendy-Doucet, merci d'avoir été avec nous. René Longet, c'était un plaisir d'avoir votre regard avec beaucoup de hauteur et de sagacité évidemment sur toutes ces questions de développement durable. À votre place le mois prochain, ce sera le maître charpentier Thomas Buchy qui sera avec nous dans Go Solutions Durables. Naturellement, nous parlerons du bois, des arbres et des forêts. Go Solutions Durables, c'est également, vous le savez, sur l'aimantbleu.ch. À bientôt.